Dans les premières vidéos de la collection La physique animée consacrée à la polarisation de la lumière, nous nous sommes intéressés à des milieux isotropes, dans lesquels les propriétés de la polarisation de la lumière sont les mêmes dans toutes les directions. Dans cette vidéo, nous étudierons maintenant des milieux anisotropes. La propagation de la lumière dépend désormais de la direction d'oscillation du champ électrique de l'onde électromagnétique. Cette dépendance est à la base de nombreuses applications, aussi bien en physique fondamentale qu'en physique appliquée, et notamment dans les nouvelles technologies. Elle permet de modifier l'état de polarisation d'une onde qui traverse des lames biréfringentes spécifiques, appelées lames à retard, demi-onde ou quart d'onde. L'analyse de la polarisation d'une onde qui a été émise ou qui a traversé un milieu anisotrope permet de remonter à la nature de l'anisotropie, liée à la structure ou aux conditions physiques régnant dans le milieu. De nombreux composants optiques utilisent des milieux anisotropes. Les plus connus sont certainement les afficheurs à cristaux liquides. Dans les premières vidéos, nous étions intéressés principalement à la polarisation rectiligne de la lumière. Nous allons à présent présenter quelques aspects de la polarisation circulaire et observer les effets de la biréfringence de matériaux anisotropes. Pour commencer, en salle d'optique, on place un polariseur et un analyseur linéaire croisés. On observe sur l'écran l'extinction de la lumière provenant de la lampe quartz-iode. Maintenant, on place une feuille de film alimentaire entre le polariseur et l'analyseur. On observe que de la lumière se remet à passer en sortie de l'analyseur. L'anisotropie du film, due à son processus de fabrication, affecte l'état de polarisation de la lumière, qui peut ainsi de nouveau traverser en partie l'analyseur. Regardons à travers un gros monocristal de calcite, qui est du carbonate de calcium. On constate un dédoublement de l'image, signe d'un dédoublement des rayons à la traversée du cristal. La calcite constitue un exemple de milieu biréfringent dont une des propriétés qui nous intéresse ici est de donner d'un seul rayon incident 2 rayons polarisés différemment. Les 2 rayons observés sont appelés l'un le rayon ordinaire, car il suit les lois de Descartes, et l'autre le rayon extraordinaire, car il ne les suit pas. L'image d'un point est double. On reconnaît l'image donnée par le rayon extraordinaire, car elle tourne autour de celle issue du rayon ordinaire. On peut mettre en évidence la polarisation des rayons ordinaires et extraordinaires à l'aide d'un analyseur. Lorsque l'on fait tourner l'angle de cet analyseur, nous éteignons soit le rayon ordinaire, soit le rayon extraordinaire. L'effet est encore plus surprenant avec le texte du site Culture Sciences Physiques. Ce qui vient d'être observé pour la calcite s'observe également pour d'autres solides cristallisés comme le quartz, qui est de l'oxyde de silicium, ou le fluorure de magnésium. Mais la calcite est le seul minéral usuel pour lequel l'angle que font entre eux les rayons ordinaires et extraordinaires est suffisamment grand pour que ce phénomène se voie à l'œil nu. Dans ce type de solide, l'arrangement des atomes crée un environnement qui n'est pas le même, suivant la direction où l'on se déplace dans le cristal. Et le mouvement, sous l'effet du champ de l'onde électromagnétique des charges électriques composant les atomes et les molécules, ne s'effectue pas de la même façon, suivant l'orientation du vecteur champ électrique. La propagation de la lumière ne s'effectue donc pas de la même façon selon la direction de polarisation de l'onde. Observons maintenant la biréfringence du scotch. Devant un écran d'ordinateur polarisé rectilignement, nous venons placer des petits morceaux de ruban adhésif. Sous un éclairage au néon classique, rien de particulier. Mais si l'on regarde les morceaux de scotch derrière un analyseur que l'on fait tourner, selon l'orientation, l'épaisseur du scotch et l'angle avec l'analyseur, on observe toute une palette de couleurs. Continuons en salle d'optique. Nous réalisons un éclairage parallèle. Entre 2 polariseurs analyseurs croisés, nous plaçons une lame de verre sur laquelle nous avons préalablement collé, dans différentes directions, des languettes de scotch de différentes épaisseurs. Nous formons ensuite l'image de la lame sur un écran à l'aide d'une lentille convergente. Quelle belle figure colorée! On fait tourner l'analyseur,
on observe que les teintes changent, puis passent aux couleurs complémentaires après une rotation de 90 degrés. Le scotch est constitué de longues molécules étirées dans le sens du ruban adhésif. En lumière polarisée, la composante de l'onde ayant une polarisation parallèle aux molécules se propage plus lentement que la composante perpendiculaire. Ainsi, à la sortie du scotch, les deux composantes sont déphasées et pourront, après la traversée de l'analyseur, interférer et générer toutes ces belles couleurs aussi variées que les épaisseurs des couches de scotch. Une lame à retard permet de modifier la polarisation de la lumière la traversant. C'est un cristal biréfringent taillé en forme de lame à face parallèle. La polarisation de la lumière peut être décomposée en deux composantes qui ne se propagent pas à la même vitesse. L'axe rapide, choisi comme axe OX, possède l'indice de réfraction le plus faible. L'axe lent, d'indice de réfraction plus grand, est confondu avec l'axe OY, et l'onde se propage selon l'axe OZ. Cette lame à retard permet de retarder la composante se propageant selon l'axe lent par rapport à l'autre et de provoquer le déphasage delta phi égale 2pi sur lambda fois E fois n extraordinaire moins n ordinaire, qui dépend des deux indices de réfraction, de l'épaisseur de la lame petit e et de la longueur d'onde de l'onde lumineuse. Deux types de lames sont souvent utilisés. La lame demi-onde crée un déphasage de 180 degrés qui correspond à une différence de marche entre les deux rayons égale à la moitié de la longueur d'onde. L'onde sortant de la lame présente une polarisation symétrique de l'onde entrante par rapport à l'axe rapide. La lame quart d'onde crée un déphasage de 90 degrés qui correspond à une différence de marche égale au quart de la longueur d'onde. Elle permet de passer d'une polarisation rectiligne à une polarisation elliptique ou circulaire, et vice-versa. Les lunettes que l'on trouve dans les cinémas pour voir des films en 3 dimensions vont nous permettre de donner un exemple concret d'utilisation de ces lames à retard. Ces lunettes 3D sont constituées d'une lame quart d'onde qui se trouve à l'avant des lunettes et d'un filtre polarisant placé côté œil. Le projecteur de cinéma diffuse en permanence 2 images, l'une destinée à l'œil droit, l'autre à l'œil gauche. La lumière composant les 2 images est polarisée de manière circulaire, dans un sens pour la première image, dans l'autre sens pour la seconde. L'utilisation d'un écran métallisé est nécessaire afin que la lumière réfléchie par celui-ci reste polarisée. La lame quart d'onde de chaque verre transforme les 2 images en ondes linéairement polarisées à 90 degrés l'une de l'autre. Les filtres polarisants ne laissent ensuite passer, chacun, qu'une seule des 2 images. Chaque œil perçoit finalement une image différente et le cerveau peut alors reconstituer l'univers en 3 dimensions. Mais comment montrer qu'une lame quart d'onde transforme en effet une onde circulaire en une onde polarisée rectilignement dont l'axe de polarisation dépend de la nature, droite ou gauche, de la polarisation circulaire? Pour cela, intéressons-nous tout d'abord à l'onde de polarisation circulaire gauche, dont le champ électrique est, avant la lame quart d'onde, E0 cosinus oméga t moins kz fois le vecteur UX, plus E0 fois le sinus de oméga t moins kz fois le vecteur UY. Lors de la traversée de la lame, la coordonnée selon l'axe lent subit un retard de 90 degrés sur la coordonnée selon l'axe rapide. Et le champ électrique peut alors s'écrire sous la forme E0 fois le cosinus de oméga t moins kz fois le vecteur UX, plus E0 fois le sinus de oméga t moins kz moins le retard, pi sur 2 fois le vecteur UY. Soit finalement ce champ égal à E0 fois le cosinus de oméga t moins kz fois la différence des vecteurs unitaires UX moins UY. Pour l'onde initialement polarisée circulaire droite, on obtient de la même manière un champ qui pourra cette fois s'écrire sous la forme E0 fois le même cosinus oméga t moins kz, mais cette fois facteur de la somme des vecteurs unitaires UX plus UY. Dans les 2 cas, on a bien transformé une polarisation circulaire en une polarisation rectiligne,
et les deux directions de polarisation obtenues sont bien perpendiculaires. Il existe aussi des substances que l'on appelle optiquement actives, qui permettent de modifier la polarisation d'une lumière les traversant. En salle d'optique, nous pouvons observer la propriété de certaines molécules à dévier le plan de polarisation d'une lumière incidente. Nous avons disposé deux verres contenant pour l'un une solution de saccharose et pour l'autre une solution de fructose. Ils sont placés devant un panneau LED non polarisé, devant lequel se trouve un polariseur dichroïque rectiligne. Lorsque l'on amène un analyseur avec le même angle que le polariseur, l'image des verres n'est pas modifiée. Maintenant, en faisant tourner l'analyseur, on observe que les verres se teintent et de manière différente selon la solution. Lorsque le polariseur et l'analyseur sont alignés, les solutions prennent la même teinte, transparente ou bleutée. En revanche, les teintes des deux verres se distinguent pour les autres angles et plus précisément, on retrouve la même couleur pour chacun des verres lorsque l'analyseur tourne de 90 degrés. Le saccharose et le fructose possèdent des molécules chirales et présentent ainsi des propriétés optiques actives. La molécule de saccharose provoque une déviation de la polarisation vers la droite, alors que le fructose dévie la polarisation vers la gauche. Ainsi, lorsque l'on superpose les deux solutions, nous perdons le pouvoir de déviation de la polarisation. La solution dans les verres nous apparaît transparente. L'interférométrie en lumière polarisée a été développée dans le domaine de la photoélasticimétrie, pour mesurer la biréfringence accidentelle et la déformation d'objets transparents soumis à des contraintes. On a cherché à exploiter les interférences en lumière cohérente et polarisée. À l'aide d'un écran polarisé et d'un analyseur, on peut observer les contraintes issues de la fabrication d'objets thermoformés en plastique transparent. On peut aussi illustrer le principe de la photoélasticimétrie en visualisant l'effet de contrainte appliquée à des objets transparents. Le disque de silicone est soumis à des contraintes localisées et non isotropes, ce qui le rend biréfringent. Les lignes de force sont matérialisées par des franges colorées qui correspondent aux teintes de Newton. Nous pourrions refaire la même expérience en lumière monochromatique pour mesurer l'interfrange et le relier à la force de pression exercée.